Quelque chose de vous. Virginie Servaes. Quelque chose de vous. Épisode 28. Podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaes. Je suis auteure, chanteuse et coach vocal. Bienvenue dans le podcast Quelque chose de vous. Si heureuse de vous emmener en aventure commencée il y a quelques lunes. Sur un chemin imprévisible, je me prends à conter des histoires et des idées, à inventer des mots et détourner des expressions, et surtout à recevoir et écouter d'exceptionnels invités. Au fil des épisodes, vous les rencontrerez. Tantôt connus ou étrangers à vos mémoires, ils ont tous en commun la passion de l'art au sens multiple et noble du terme. S'y mêlent bien évidemment la culture et la vie vraie des gens. Un podcast grand ou tout petit, aux formes des Barbapapas. Vous vous rappelez ? Dans la famille des Barbapapas, on fait les fous. Un podcast où donner de la voix est de bon augure. Un podcast qui suit grand nombre de valeurs, où il fait bon vivre le non-jugement, la liberté d'être soi et ce que l'on souhaite, le respect, les éclats de rire et la découverte sans frontières d'autres univers que chacun porte en soi, sont et seront les garde-fous de chaque épisode. En ce mardi 16 janvier de l'an 2024, Quelque chose de vous vous invite à la métamorphose aux côtés d'une dame fée qui ouvre les cœurs et possède le don d'éveiller tout en douceur et légèreté la conscience de ce qui fonde notre être véritable. De quelques coups de baguette saupoudrée, elle invite le subtil alliage tête-corps-cœur qui lie joliment tous nos âges et expériences de notre parcours de vie à ce jour réalisé, à se rencontrer, s'écouter, s'émotionner, s'émerveiller, s'aimer et ainsi vibrer en toute authenticité de ces 1001 facettes connectées. Quelque chose de vous. Qui êtes-vous ? L'invité. Fondatrice, productrice et animatrice depuis 2019 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, elle est chaque mois cette voix inspirante et inspirée pour plus de 2 millions d'auditeurs. Elle est l'auteure d'une dizaine de livres et coffrets dont le best-seller est merveilleux Oracle de la Métamorphose, mais aussi directrice de collection aux éditions Erol sur les sujets de la psychologie, du développement personnel, du fooding et de l'éducation positive avec plus de 250 livres publiés. Précédemment, elle a fondé le magazine mensuel Féminin Bio en 2007, cédé au groupe Family Service en 2021 et préside au board de différentes ONG. Et ce n'est pas tout. Maman de 3 filles, marathonienne, triathlète et enseignante du Wu Tao, un art corporel d'éveil à soi, elle a également parcouru la planète, vécu aux États-Unis, en Espagne et depuis 6 ans a posé ses valises en pays helvète. Oh, chers auditeurs, je vous entends impatients, trépigner et scander. Mais c'est qui cette incroyable personne ? Car oui, comme vous le devinez, loin du superficiel et des rondes gambettes, mon exceptionnel invité riche de toutes ses vies porte en elle cette intention noble d'œuvrer en toute liberté, humilité pour le meilleur des mondes et de l'humanité. Son dernier ouvrage, Va, vis et deviens conscient de toi-même, paru aux éditions Erol en novembre 2023, nous permet de profiter de cette aubaine, de l'accueillir aujourd'hui. Chère Anne Guéquière, bonjour, merci d'être là. Bonjour Virginie, ravie, merci pour cette incroyable introduction. J'ai peine à croire qu'on parle de moi. Mais si. Oui. Alors, chère Anne, il est de tradition de commencer l'émission avec cette question qui n'a pas bougé depuis la première fois où nous nous sommes rencontrés pour Quelque chose de vous et où tu avais accepté d'être ma première invitée. Toi qui es également une voix, que nous dit-elle de toi ? Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant présent ? Ma voix, c'est vrai, chère Virginie, je crois qu'elle a beaucoup changé en fait depuis les débuts justement de ce podcast Métamorphose que tu évoquais en introduction. Naturellement, sans avoir besoin de coaching dans mon cas particulier, parce que je dirais que le fait de mettre le cœur à l'ouvrage comme ça et de faire toutes ces émissions, cette voix VOX a évolué, elle s'est posée. Et c'est peut-être parce que j'ai trouvé ma voix VEIE, dont tu parles très bien toi dans ton merveilleux livre, que ma voix VOX s'est posée aussi en même temps.
Donc c'est intéressant de voir ce parallèle que toi tu fais très bien, de voir que finalement il se réalise dans nos vies et il permet aussi nos propres métamorphoses. D'ailleurs, je suis beaucoup plus attentive aux voix VOX maintenant des autres personnes que je ne l'étais évidemment avant de faire ce métier. Alors que toi, c'est l'essence de ton métier, et donc j'imagine que tu as toujours eu cette attention vis-à-vis des gens. Et je trouve que dans la vie, on se rend pas compte à quel point la fréquence sonore des autres est importante, et souvent on l'a pas en conscience quand on n'est pas dans ces métiers de voix, alors qu'en fait elle dit tellement de qui est l'autre. Et là, je te rejoins parce qu'effectivement, par rapport au premier podcast que j'ai entendu et que je suis toujours assidûment de Métamorphose, effectivement, j'ai envie de dire que au fil du temps, tu as trouvé ta place et pris ta place aussi. Et comme elle suit notre Timmy, on évolue, même si c'est que 3-4 ans en arrière. On a beaucoup bougé, et notamment, moi je sais que tu as beaucoup bougé, et cela transparaît dans la voix. Et justement, je vais enchaîner avec le fait que toi qui as le goût de l'autre, du vivant, de tout ce qui interroge, enseigne, inspire intelligemment l'évolution humaine, quand a commencé ce désir d'explorer, de comprendre, puis de partager et d'offrir au plus grand nombre, notamment au travers du podcast Métamorphose avec sa diversité d'invités, quand a démarré ce désir-là ? C'est vrai que j'ai toujours adoré avoir des conversations avec mes amis quand j'étais adolescente, où on refaisait le monde. Alors c'est le propre même de l'adolescence, de se poser ces grandes questions métaphysiques. J'adorais mon prof de philo, discuter aussi personnellement avec lui sur ces questions existentielles. Et du coup, ce format assez intime de rentrer avec une personne dans cette intimité de conversation profonde, je l'ai eu ensuite quand j'ai monté ce média Féminin Bio, puisque j'interviewais des gens. Ensuite, on retranscrivait les interviews, mais je trouvais que dans l'écriture, on perdait un petit peu ce sens de l'intimité qui s'était joué, tu vois, quand on était à deux, finalement, voilà, peut-être dans un café, ou qu'on était dans un endroit où on est en prise l'un ou l'une avec l'autre. Et quand on le retranscrivait avec des mots, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui se perdait de la vibration du moment. Et du coup, quand j'ai entendu parler du retour des podcasts, parce que c'était une idée qui n'était pas nouvelle, les podcasts, ça existait aux États-Unis depuis le début des années 2000, je me suis dit, tiens, finalement, cet goût que j'ai d'être en intimité comme ça avec l'autre, mais qui n'est pas assez valorisé, je trouve, dans l'écrit aujourd'hui, ça va être une manière extraordinaire de le faire à travers les podcasts. Voilà. Ça a vraiment nourri une façon d'être. Alors, j'aime le côté social, être en lien avec des gens, connecter, organiser aussi des soirées. Mais je dirais que c'est des environnements qui me stressent plus parce qu'on est dans ce qu'on appelle en anglais le small talk, quoi. On parle, voilà, c'est des petites phrases, comment tu vas, on dit pas grand chose, même si c'est sympa de se voir. Alors que c'est sûr que dans l'intimité du podcast, comme dans la vie quand on déjeune avec une très bonne amie, je te disais qu'à déjeuner, avant de venir ici, j'étais avec un cher ami qui a plus de 90 ans, avec qui on partage aussi des conversations très intenses sur la vie, sur notre finitude, sur la spiritualité. On est en prise avec quelque chose de très profond, de vibrant, de vivant, où il y a presque une forme de grâce qui peut s'inviter à ce moment-là. Oui, et en plus, comme tu le dis si bien, tu as fait ce choix aussi très intime de ne communiquer que par la voix. Et pour peut-être effectivement venir éveiller nos résonances. Parce que la voix a cette force et cette puissance-là. Tu n'as pas fait le choix non plus d'un podcast qui soit visuel, comme l'on voit aussi aujourd'hui, qui ont tout à fait leur légitimité. Mais effectivement, la voix est vraiment ton vecteur. C'est très thérapeutique aussi, comme format. C'est propice à l'intime. Mais la voix vient tellement... Elle a tellement besoin d'utiliser tout ce que l'on est, aussi bien au niveau de notre corps chair que de nos émotions, l'aspect psychologique, etc., que effectivement, tout ce qui bouge et vibre avec la voix va forcément se ressentir, et se ressentir, vraiment. Que ce soit les silences d'ailleurs ou la parole. Les silences sont très importants. Les silences disent bien plus que les mots d'ailleurs. Depuis peu est sorti ton dernier ouvrage, Va, vis et deviens conscient de toi-même, inspiré de ton propre chemin expérimenté. Tu es une personne discrète qui se livre peu,
Et c'est peut-être une question que tout le monde te pose, mais que j'ai aussi envie de te poser. Comment s'est passée l'écriture de ce livre à la fois intime et à vocation de transmission ? C'est vrai que c'est probablement l'ouvrage, le projet éditorial dans lequel je me livre le plus, parce que je suis assez sauvage, pudique, on pourrait dire, voilà, un peu un intermédiaire entre les deux, à la fois sur ma vie privée, sur mon histoire. Et en même temps, je crois que c'est aussi à travers le partage de qui on est, de manière la plus sincère, en tout cas j'espère possible, qu'on peut toucher aussi les autres dans leur cheminement et qu'il peut y avoir des échos comme ça qui se font ou des effets miroirs. C'est le livre aussi qui m'a probablement coûté le plus à rédiger. Non pas, il est assez dense en termes d'informations, donc ça c'est une chose, mais aussi où je suis allée, qui m'a œuvré dans une forme d'accouchement de mon histoire, des thérapies que j'ai pu expérimenter. Alors c'est loin d'être un journal intime, puisque je te disais, j'ai cette pudeur, et puis c'est pas du tout un parcours personnel où je raconte ma vie comme ça de manière linéaire, puisqu'il est agrémenté des thérapies que j'ai pu expérimenter avec des différentes techniques, méthodes, voies qu'on pourrait imaginer, auxquelles parfois je me suis aussi formée. Mais l'idée, c'était vraiment donc cet ouvrage est venu aussi me chercher sur qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que j'ai envie de dire de moi, partager, jusqu'où aller en termes de limites, et puis finalement pourquoi j'écris ça. Tu vois, c'est vraiment, ça a été un processus d'écriture beaucoup plus douloureux en termes d'accouchement que mes précédents projets, qui étaient vraiment tous incarnés dans une espèce de joie, de facilité qui était descendue très vite au niveau écriture, alors que là, ça a été beaucoup plus long. Alors déjà parce que, je te le disais, il est plus dense. Tout à fait. Mais aussi parce que je cherchais la bonne façon d'orchestrer des parties plus personnelles, des parties plus informatives pour le lecteur ou la lectrice. Et à plusieurs reprises, je me suis demandé si j'allais pas soit abandonner ce projet, soit le remettre un peu sine die, en disant à mes éditrices, qui ont été absolument remarquables en termes d'accompagnement, de leur dire non mais il me faut 1 an, 2 ans de plus. Alors c'est possible, il aurait été peut-être plus abouti, etc. Puis après, ça peut être aussi sans fin d'écrire un ouvrage, puisqu'en fait on évolue. Donc comme c'est le chemin de toute une vie, ce qu'on pense ou ce qu'on chemine à un instant T ne sera plus le même dans 1 an, dans 6 mois, peut-être même parfois dans 1 semaine. Donc il a fallu à un moment donné boucler ce projet et puis le mettre dans les tuyaux. Ça a été une année très chargée en termes d'écriture pour moi, puisque j'avais un précédent ouvrage qui est sorti la même année, qui était ce conte de la fée. Tu prenais l'analogie de la fée. Tout à fait. Dans ton introduction. Donc ça faisait 2 ouvrages assez thérapeutiques pour moi, mais aussi dans la matière même, dans une même année, et c'était beaucoup. Donc ça a été un peu comme si j'avais eu des jumeaux l'un après l'autre, 6 mois l'un après l'autre. Voilà. Oui, c'est vrai que c'était 6 mois d'intervalle. C'était très proche. Et justement, là, je vais rebondir sur le fait que tu disais que tu t'es d'abord beaucoup interrogée sur le pourquoi écrire cet ouvrage, le dernier, Va-vie et deviens conscient de toi-même, sans être intrusive. Quelle a été ta première réponse spontanée qui est venue ? Pourquoi ce livre ? C'est sûr qu'à travers Métamorphose, on me demande souvent, je reçois souvent des questions des auditrices et des auditeurs qui me demandent est-ce que vous pouvez me conseiller ? Voilà, je rencontre telle problématique en ce moment. Est-ce que vous consultez ? Je ne suis absolument ni psychologue ni thérapeute, donc je n'ai pas du tout cette possibilité en fait d'ouvrir un espace thérapeutique. J'en ai ni le temps ni la compétence. Et je me suis dit, finalement, c'est aussi une bonne manière de répondre à tout ça, de dire, voilà en fait, moi, les chemins que j'ai parcourus. Ça fait 20-30 ans que je manie toute cette matière. J'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai fait un certain nombre de stages, j'ai lu des ouvrages, participé à des conférences, puisque c'est quand même mon métier. Et beaucoup de gens en chemin n'ont pas le temps de faire ça. Donc c'était aussi une manière de résumer tout ce que j'avais exploré pour donner des pistes, en disant, ça a marché pour moi. Regardez si ça peut fonctionner pour vous. Je donne un peu plus d'une 30aine, peut-être une 40aine d'outils thérapeutiques dans différents domaines. Donc ça peut être des voies, évidemment c'est loin d'être exhaustif puisqu'il y en a des milliers de types de thérapies ou de méthodes. Mais je dis, voilà, ça a plutôt bien marché. Si vous avez envie d'explorer et que ça vous touche, peut-être aller de ce côté-là, voir y faire un petit tour, par exemple.
Oui, donc un livre de propositions, de belles propositions, et en même temps, je disais de transmission, parce que moi, je l'ai un peu vécu comme ça. Alors, je vais être vraiment très honnête, je n'ai pas encore tout parcouru, parce que, et nous allons y venir avec la question qui suit, qui était justement de te demander, parce qu'à la fois, il propose des outils thérapeutiques, des rituels, des symboles, et j'allais te demander comment aborder au mieux ces 12 chemins, en sachant que, pour ma part, donc ça me ressemble, j'ai dit, je fais confiance, un petit peu comme ton oracle. J'ai dit, je l'ouvre au hasard. Il n'y a pas de hasard. Moi, pour ma part, je l'ai ouvert directement sur les ailes comme symbole de l'infinie possibilité du déploiement. Cela me parle infiniment. Donc, je suis partie de là. Et donc, je souhaiterais que, effectivement, enfin, dans la mesure du possible, tu nous dises comment aborder au mieux ce livre, cet ouvrage qui, en plus, pour moi, va être un compagnon de route. En tout cas, moi, je vais l'aborder comme ça. Est un vrai compagnon de route. C'est vrai, comme il est assez dense, il y a des personnes qui m'ont dit l'avoir lu et ne pas l'avoir lâché parce qu'en fait, ils l'ont lu de manière linéaire du début à la fin. Et d'autres qui, comme toi, le picorent, l'ouvrent à un moment donné. En fait, il est construit en 2 parties, avec une première partie qui serait... Mais tout ça, c'est itératif dans la vie, donc c'est pas forcément linéaire. Et en plus, moi, j'ai une pensée en arborescence, donc dans le parcours, il y a des choses qui sont à la fin de l'ouvrage, alors que je les ai vécues plutôt quand j'étais plus jeune, etc. Donc ça a peu d'importance. Mais quand même, il est structuré avec une première partie qui est aller à la découverte de soi, du soi profond, de mes croyances, de mes blessures, de mes conditionnements, de mon histoire familiale, de mes héritages transgénérationnels, et d'aller regarder un peu de quel bois je suis fait, de quoi suis-je constituée. Donc c'est vraiment plonger dans son intériorité. Alors il y a des gens qui vont prendre cet ouvrage qui ont déjà bien avancé ce travail, même si c'est un travail de toute une vie, donc avancer, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On avance, on recule, ça repart et ça revient, comme dans la chanson. Mais quand même, je dirais qu'il y a quand même un progressif de dire il peut y avoir des étapes. D'abord, on arrive sur Terre, on s'incarne, on naît. Donc, on peut travailler par une conscientisation du travail autour de la naissance. Voilà, d'où je viens, quel était mon terreau. Et donc, il y a un progressif. Et ensuite, la deuxième grande partie qui a 6 chemins. Donc, à chaque fois, dans chaque partie, il y a 6 chemins de métamorphose. La deuxième grande partie est, une fois que j'ai un petit peu mieux compris quelles étaient toutes mes croyances, mes conditionnements, toutes les zones où je suis quand même grosso modo en pilote automatique, libérer un peu de tout ça, comment je vais aller au monde et déployer mes ailes. Toi, tu es tombé directement, j'en suis à la phase du déploiement. Il est temps de se déployer peut-être pour Virginie, donc ça se fait plus pressant, ça invite à Totalement, ça. parce que du coup j'ai dévoré le cette chapitre. Partie-là. Oh là là, complètement. Et en plus, les auditeurs te voient pas, mais t'as un manteau qui pourrait faire penser un peu à des plumes ou à des ailes. Exactement. Voilà, tu pourrais voler avec. Et donc cette deuxième partie, elle invite vraiment, une fois qu'on a fait un peu le tour de soi, même si on n'en a jamais terminé, c'est bien de mieux se connaître. Connais-toi toi-même, nous dit le fronton de Delphes. Et il y a cette vision des philosophes de la connaissance de soi qui, je crois, est quand même très importante quand on habite toute une vie avec soi-même. Donc de mieux, comme ça, comprendre quels sont les enjeux de notre personnalité, de notre terreau. Et puis au bout d'un moment, peut-être, ou par période de sa vie, aller au monde aussi. Comment cela peut porter du fruit vers l'extérieur. Et puis on peut se poser simplement, sans réfléchir à son petit nombril ou ses problèmes, et puis simplement être là, contempler, s'émerveiller, peut-être aller vers les autres et peut-être offrir aussi au collectif. Donc c'est vraiment ce cheminement que je propose, mais qui, comme tu dis, peut être pris de manière éclectique. Comme je le disais, c'est vraiment quelque chose qui me ressemble de fonctionner comme ça. Ce qui est vrai également dans ce que tu dis et qui est très important pour moi, et c'est pour ça que, de nouveau, je reviens sur ce terme de transmission, c'est que même si nous avons avancé sur notre chemin, que nous avons déjà une connaissance de nous-mêmes qui nous semble déblayée de beaucoup de choses, ce que j'ai repéré en même temps, parce que bien sûr, là, je parlais de ce chapitre-là, parce qu'il me parle, et je peux pas dire il m'a parlé, il me parle totalement, et bien sûr je suis allée quand même explorer ce qu'il y avait ailleurs dans le livre, et je me rends compte que même sur des chemins, dans ces 12 chemins proposés, même sur des chemins où tu penses que déjà tu as abouti des choses, en fait tu t'aperçois que là, à la phase où tu en es,
il y a un éclairage nouveau qui s'invite. Et j'ai envie de dire, non seulement dans la manière dont tu viens de nous en parler pour l'aborder et dans ce que tu proposes, il y a une complétude dans tout ça. Vraiment. Je ne sais pas si tu mesures quand même ce que tu nous proposes, Anne. Écoute, moi, je l'ai écrit, il a été publié, et puis ensuite, plus récemment, là, je l'ai relu pour les interviews et puis pour reprendre des parties comme ça. Et moi aussi, ça vient de m'œuvrer à nouveau, c'est-à-dire que je me dis, tiens, t'écris ça, tu l'avais bien en conscience il y a un moment, et puis ça te fait une bonne petite piqûre de rappel de le relire et de le réintégrer, parce que on est comme ça, c'est la question du changement. Est-ce que véritablement on est prêt à bouger? Qu'est-ce que changer? Qu'est-ce que s'éveiller? Qu'est-ce que ce face-à-face vis-à-vis de notre histoire, de nos souffrances, de nos blessures? Tout ça, ça vient à nouveau constamment aussi nous interroger. Et donc, c'est sûr que c'est une matière, peut-être que parfois, tu vois, 12 chemins, ça peut être aussi les 12 mois de l'année, on peut lire un chapitre par mois, et déjà, c'est beaucoup d'informations, parce que c'est dense. Très dense, mais merveilleusement écrit. Alors, donc là, comme je disais, donc j'ai parlé de mon choix instinctif, qui est tombé sur ce chapitre, et justement, là où ça a eu énormément de résonance, c'est lorsque tu y parles du Wu Tao. En tant qu'enseignant de cette discipline, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que là, moi, du coup, j'ai voulu en savoir un peu plus, même s'il y a déjà de très bonnes pistes dans le livre, mais nous expliquer ce que c'est, en quoi cela consiste, et toi, ce que cela t'a apporté. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'assez mental, c'est-à-dire les Américains parlent de personnes un peu brainy, qui sont dans la tête et qui moulinent beaucoup, ce qui ne veut pas dire que je suis une intellectuelle, mais en tout cas, ça cogite, quoi. Et j'ai toujours aimé faire du sport, des activités sportives. J'ai énormément besoin de canaliser qui je suis à travers, justement. Voilà. Mais c'était plus des pratiques, on va dire, d'évacuation d'un trop-plein d'énergie, mais pas forcément des pratiques de conscientisation. Ou alors, j'avais pas conscientisé ces pratiques avec cet angle-là. Et quand j'ai découvert le Wu Tao, ça a été une vraie rencontre comme ça de cœur, de comment mon être en fait s'incarne profondément dans toutes mes cellules. Et donc c'est un art corporel qui a été fondé il y a un peu plus d'une vingtaine d'années par Immanuel Risselard et Paul Charrois qui forment un couple, et de leur rencontre amoureuse est né cet art corporel donc contemporain. Lui venait des arts martiaux, était champion du monde de kung-fu, elle était danseuse, prof de yoga. Ils avaient aussi fait du rebirth, de la respiration holotropique, etc. Donc ils étaient vraiment dans des pratiques, et ils ne trouvaient pas dans des pratiques ancestrales, véritablement un art contemporain pour les gens d'aujourd'hui. Donc ils ont métissé leurs arts corporels pour donner cette pratique du Wu Tao, qui est une pratique qui pourrait ressembler à des pratiques d'art énergétique comme le Tai Chi et le Qigong, par exemple, comme ça à première vue, puisqu'on va aller calligraphier des mouvements. Il y a 12 mouvements de base. On revient aux 12 chemins, aux 12 ou 12. Plus ou moins difficile en fonction des mouvements. Donc c'est vraiment une calligraphie corporelle, et où on va aller déployer l'onde qui nous traverse, l'onde de vie. Certains l'appellent le ki, le chi, ça peut être l'orgone chez les Reichiens, l'énergie vitale, le sa, diraient certains, même la libido, pourraient dire d'autres thérapeutes. En tout cas, cette énergie vitale qui circule en nous, on va aller déployer cette énergie à partir du plancher pubo-pelvien, et on va déployer cette onde avec le souffle qui va comme ça monter et descendre, où on va aller calligraphier des mouvements spiralés avec le souffle qui accompagne ces mouvements. Et ça peut être très lent et ou très rapide. Et on peut pratiquer le Wu Tao debout, assis sur un tabouret ou au sol. Et c'est une pratique énergétique, c'est une pratique corporelle dont la signature, c'est le Wu Tao, éveiller l'âme du corps. Donc ce n'est pas un art thérapeutique, parce qu'ils ne sont pas thérapeutes, mais il y a des effets secondaires thérapeutiques. C'est-à-dire qu'on va aller conscientiser dans son corps des zones muettes aussi de nos histoires. Par exemple, si je suis née, je dis n'importe quoi,
avec le cordon autour du cou ou la tête dans un... Voilà, par exemple. Ou si dans mon enfance, j'ai subi certaines choses ou j'ai des formes corporelles qui ont été engrammées, peut-être qu'il y a des endroits de mon corps qui vont être un peu enquistés à ce niveau-là. Et c'est vrai que le Wu Tao dit qu'on va aller défroisser, déplier, défroisser ces zones muettes. Et donc, ça va permettre aussi de libérer le souffle, de libérer le corps, et puis d'aller à la rencontre de son moi corporel, qui est finalement... le corps est notre véhicule qui va nous accompagner tout au long de notre vie, dans lequel nous sommes incarnés, dans cette enveloppe. Et qu'il est intéressant d'aller regarder, conscientiser, écouter aussi. Donc moi, ça m'a apporté beaucoup dans cette écoute fine. Moi qui étais, comme je te disais, très, très mentale, ça m'a permis aussi de redescendre dans le corps, d'apaiser vraiment des choses de manière très importante. Et c'est très beau, c'est un art corporel qui est très beau à voir. Cela me parle beaucoup et j'avais envie d'ajouter à peut-être dans les bienfaits, moi j'ai entendu aussi ce verbe de se l'approprier, ce corps, parce que c'est vrai que en fonction de son parcours. Et c'est un corps qui n'est pas vu dans le Wu Tao justement comme un corps outil, tu vois, comme un corps qu'il faudrait absolument contraindre au service d'une pratique rigide. C'est ce qui s'entend. Oui. C'est très libre, enfin on sent que c'est libre à la fois et... Il y a une grammaire. C'est très codifié, mais dans cette grammaire, une fois qu'on a les codes, on va dire, il y a une grande liberté de respiration et de mouvement. D'ailleurs, c'est un art très exigeant, comme les arts martiaux, on pourrait dire, même si c'est pas martial, mais où il y a vraiment, c'est pas du n'importe quoi. C'est pas un lâcher prise, mais il y a un abandon dans une grammaire, dans un code. D'ailleurs, ça tu le dis très bien, effectivement, c'est pas quelque chose qui va se vivre comme ça, enfin, faut pas le penser à la légère et un peu l'air de rien, quoi. C'est ça. Mais moi, je propose, on parlait de la respiration, de faire une première petite pause d'air et d'air chanté. Et justement, le premier morceau que tu as choisi, Anne, et Moonlight in Vermont, interprété par Chris Connor, et j'aimerais savoir, avant que là les premières notes se fassent entendre, tu nous dises pourquoi ce chant? Alors évidemment, c'est un chant qui est dans notre inconscient collectif, qu'on a tous beaucoup entendu, parce que c'est un grand classique que j'ai redécouvert récemment grâce à Laura, qui est chargée de production pour Métamorphose, qui a fait une très belle playlist pour nous, et c'est la première chanson de cette playlist. Et j'ai commencé à l'écouter il y a à peu près 2 mois, et je l'ai écoutée en boucle. Donc quand tu m'as demandé une chanson que j'écoutais vraiment en ce moment, parce que sinon des chansons qu'on aime, il y en a des centaines, mais c'est vraiment celle-là qui m'a accompagnée ces derniers mois, et même si elle parle de l'été dedans, elle parle d'une certaine nostalgie de ces années du jazz, d'un art de vivre qu'on pouvait imaginer aux États-Unis à une certaine époque, de ces voix de velours, des débuts du jazz. Et je trouve que c'est une musique extrêmement cocooning et que j'ai adoré là écouter pendant toute cette période des fêtes, à l'approche de Noël. Et ça va très bien, je trouve, avec la neige, des beaux ciels étoilés, des sapins, etc. Il y a quelque chose de très goûteux, de savoureux, je trouve, dans cette musique que tu as chantée, je crois. Oui, oui, ça faisait partie des grands classiques en école de jazz que nous apprenions. Et d'ailleurs, nous allons remercier Laura qui, même si vous ne l'entendez pas, chers auditeurs, est présente avec nous en studio. Et si vous saviez comme elle est solaire. C'est parti, Sam. Merci. Pennies in a street, falling leaves, a sycamore, moonlight in Vermont. I see finger waves, ski trails down a mountainside, snowlight in Vermont, telegraph cables, they sing down the highway and travel each bend in the road.
romantic setting are so hypnotized by the lovely evening summer breeze, the warbling of a meadowlark, moonlight in Vermont, telegraph cables they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely evening summer breeze, warbling up a meadowlark, moonlight in Vermont, you and I, and Waouh. Waouh, comme tu dis. Je crois que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à cette chanson, Anne. En fait, cette chanson, j'ai habité aux États-Unis, près de New York, où j'avais aussi mon petit club de jazz préféré à New York, le Blue Note. Ah. Et voilà, où j'emmenais mes enfants. Célèbre, ouais. Célèbre Blue Note, waouh. Moi, j'y suis même pas allée encore. En rêve, je me déplace beaucoup. Il y en a un aussi à Milan, et puis un troisième en Europe aussi, je crois, mais je sais plus où. Et je les emmenais en fait là quand elles étaient petites, quand on habitait aux États-Unis, et en fait on habitait pas loin du Vermont aussi, donc c'est vrai que ça me rappelle aussi toute cette ambiance. Et je disais il y a pas longtemps à quelqu'un de proche que si un jour si la réincarnation existe, j'en sais rien, j'aimerais me réincarner en chanteuse de jazz. Mais peut-être dans cette vie. C'est toi qui vas me coacher avec cette voix de velours que tu as qui ressemble un peu à la voix de Chris Connor. Hein. Avec grand plaisir, avec quel compliment. Je me suis vraiment waouh. Pour en revenir aussi encore à ton très bel ouvrage, j'avais envie que tu nous dises quelques mots sur ta collaboration avec Izumi Idoya, qui est l'illustratrice, vraiment de cet ouvrage, mais aussi de l'oracle de mémoire, la métamorphose, et du Scarabée d'or aussi. Et du Scarabée d'or. Comment vous êtes-vous rencontrés ? Alors, on a eu une rencontre magique, une rencontre un peu de fées. Je collectionnais, à l'endroit où je vais en vacances l'été, sur la côte atlantique, je collectionnais les cartes postales de cette illustratrice, de cette artiste. Et chaque année, dans la petite boutique où j'allais, je découvrais de nouvelles cartes postales de cette artiste. Et quand j'ai eu l'idée de ce projet, j'avais déjà un premier projet de cartes avec une autre merveilleuse artiste, Marie Ollier. Et c'est vrai que pour ce nouveau projet d'Oracle de la Métamorphose, je cherchais quelque chose un peu de différent, dans un univers aussi peut-être plus japonisant, etc. Et ces cartes me parlaient beaucoup depuis des années. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir où est cet artiste. Et donc, je vais voir sur le site internet d'Izumi Idoya et je vois qu'elle a collaboré notamment avec Beyoncé pour faire une des robes de Beyoncé. Donc, je me suis dit, laisse tomber, ce sera pas pour toi. Puis, je me suis quand même lancée en lui disant que voilà, j'avais ce projet, que j'aimais beaucoup, ça me touchait énormément ce qu'elle faisait comme art, comme illustration, ses couleurs, et je lui ai parlé de mon projet, et puis elle m'a dit, écoutez, moi j'adorerais faire ça, en fait, j'attends un peu ça depuis toujours, et c'est un oui. Et elle a même pas mis de conditions ni quoi que ce soit, j'ai senti que c'était vraiment le grand oui de deux âmes qui se rencontrent pour ses créations, ses collaborations artistiques, et puis depuis, on ne s'est plus quitté, puisqu'elle illustre tous mes projets aujourd'hui. Et en plus, elle vit au Japon. Et elle vit au Japon ? Oui.
avec son mari qui est japonais et leur petite fille. Et ils vivent là-bas. Elle n'est pas japonaise, mais ils se sont installés là-bas il y a quelques années. Ouais. D'accord. Et en plus, ça sent dans les dessins quelle est ta continuité de l'écriture. Hein. Vraiment, c'est l'alliage, parce qu'en ce moment, c'est ce mot que j'aime beaucoup, mais l'alliage est vraiment très, très juste. Et il faut dire aussi que je me plonge aussi dans son univers artistique pour créer. C'est-à-dire que c'est pas simplement que, tu vois, parfois, quelqu'un écrit un texte et puis on demande à un artiste de coller au texte. Et moi, en fait, notamment pour mon compte de La Fée qui ouvrait les cœurs, je suis partie d'un de ces tableaux que j'avais vu à plusieurs reprises, et j'en avais aussi chez moi, où elle a peint des femmes avec des lapins auprès d'une lune et sur une lune. Et ça a été aussi comme un point de départ et une matière pour écrire, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose d'itératif, en fait, au niveau de la création entre elle et moi. Oui, l'inspiration est vraiment commune. Je voulais te proposer un forme de petit jeu. Je vais te donner quelques mots ou expressions et je t'invite à y répondre de façon très concise, juste peut-être par un autre mot ou une petite phrase que t'évoques ces mots ou expressions. La toute première est tirer des fils. Tisser. Liberté. Utopie. Sens. Effluve. Vibration. Énergie. Regard. Amour. Intelligence. Émotionnelle. Âme. Créer des passerelles. Polliniser. Waouh, très doué. Ah, tu m'as dit un mot, je fais un mot. J'ai pas fait de phrase, hein. Même parfait, mais c'est parfait. Alors, on pourrait jouer au Scrabble avec nos mots là. On va peut-être le créer. C'est ça. De quelle note sera composée ta prochaine partition de vie ou tes prochains petits pas? Forcément, c'est toujours une note de métamorphose. Alors en musique, qu'est-ce que ça donne une note de métamorphose, tiens? La note de métamorphose en musique, je dirais alors en voix. Alors je vais répondre à ta question. Oui. C'est vraiment, la voix est tellement évolutive qu'elle peut être... si je me réfère à moi-même, en ce moment, je suis en train d'atteindre des notes que je rêvais d'avoir et que je pense que je ne m'autorisais pas parce qu'elle disait peut-être trop de moi. Elle venait chercher à l'intérieur de moi, puisque, comme je dis toujours, ce que l'on donne avec la voix, qu'elle soit parlée ou chantée, ça passe d'abord par notre intériorité, avant d'être exprimé à l'extérieur, et après, là, ça ne nous appartient plus. Mais voilà, c'est ma métamorphose en termes de notes actuelles, elle est celle-ci. Elle est celle de... Et c'est pour ça que dans Déployer ses ailes, cela me parle tant, parce que, bizarrement, je suis quelqu'un qui a énormément du mal avec le visible. Donc, et l'audible, bien évidemment, mais caché derrière un grand rideau. Donc là, c'est un tout, mais c'est aussi, du coup, ma voix se révèle. Je la découvre encore et encore. Voilà. Quelle merveille. Ouais, c'est ça. Mais bon, du coup, je t'ai répondu, Anne. Et toi, tes petites notes ou tes petits pas d'après? Je trouve que le pas suivant est toujours un miracle, parce que j'aime me laisser surprendre par l'inattendu. Et je suis quelqu'un qui planifie finalement très peu et qui aime se laisser aussi saisir par ce qui a germé précédemment et qui d'un seul coup s'invitera dans ma vie comme ça. Non pas que je virevolte et que je ne vais pas au bout des choses pour passer d'un truc à l'autre. Je suis capable de le faire aussi, d'ailleurs. Mais j'aime quand même une forme de continuité. Mais le pas d'après me saisit souvent comme ça au détour d'un chemin. Tu vois, pour Métamorphose, c'était pas quelque chose... ça m'est tombé dessus un jour, cette émission de podcast, et je me suis dit, c'est ça que je dois faire. C'est pareil pour mes ouvrages. Le conte de La Fée, je me suis réveillée un matin et j'ai été saisie comme ça par l'écriture. Donc je dirais que le pas d'après, il est toujours c'est une note un peu mystère pour moi. Et c'est fabuleux parce que ça va être... Alors moi, j'ai hâte, sans trop non plus de précipitation, mais de ce prochain saisissement qui va peut-être surgir à la sortie du studio ou beaucoup plus tard. Parfois, ça peut être long, oui, parce que parfois, on est en germination, comme
dans la nature, le temps de l'hiver. C'est vrai, quand on voit, nous, en Europe, revenir l'hiver, parfois on se dit, waouh, ça va être encore un peu long, là. Quand on voit octobre, novembre, parfois, et qu'on se dit, on va devoir attendre jusqu'à mai prochain pour revoir la sève couler, ça peut sembler long. Et parfois, dans une vie, c'est pareil. On a l'impression, on aimerait passer un peu la seconde et à autre chose. Et puis non, c'est plan-plan, ça dure, il se passe pas grand-chose. Et puis, paf, d'un seul coup, il y a une espèce d'ouverture qui se fait. Et là, il y a l'abondance qui surgit et la sève qui se nourrit. Donc, c'est vrai que dans ces phases-là, il faut quand même être assez patient. Nourrir ce qui est bon pour soi et puis se dire le temps n'est pas encore venu de l'éclosion. Tout à fait, le temps au temps. Et puis en même temps, rappelons-le, tu sors quand même d'une phase créative extrêmement intense et il y a tout ce temps d'intégration et de partage, puisque là, tu portes la bonne parole pour justement nous faire part de tes toutes dernières créativités. Donc oui, le temps au temps. Alors, je t'invite à écouter le deuxième morceau que tu as choisi, qui est cette fois-ci presque d'Alain Souchon. Alors, Alain Souchon, je suis fan d'Alain Souchon. Ah, je ne savais pas. Je suis fan d'Alain Souchon et en plus, j'ai eu la chance de le rencontrer. Je crois que si à la fois je suis encore là et que j'ai fait ce chemin de voix, c'est grâce à lui. Je parle de ça il y a 28 ans déjà. Je venais tout juste d'avoir 30 ans. Il m'avait simplement dit ça. Je fais ce petit témoignage bien au-delà de moi. C'est pour m'adresser à plein de personnes qui des fois s'interrogent sur leur parcours et surtout quand ils vont être un peu atypiques et pas forcément portés par les siens. Il m'avait dit, donc moi c'était dans le cadre de rencontres et je me retrouvais avec d'autres artistes chanteurs que je trouvais bien évidemment plus talentueux, qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, qui avaient pas du tout le même parcours. Et je commençais à vraiment à me dire, mais non, ça va être vraiment trop long de cheminer avec la voix. Et il m'avait juste fait cette petite phrase qui a eu toute son importance. C'était, tant que la petite flamme que tu as à l'intérieur de toi ne s'éteint pas, même si c'est juste un rougeoiement au bout de la mèche, tu continues. Voilà. Ce que tu viens de partager, ça fait le pont. Parce qu'Alain Souchon, c'est ça, c'est ce presque. C'est-à-dire qu'il est tout en nuances, cet homme, tout en subtilité. Moi, je ne le connais pas du tout personnellement, qu'à travers ses chansons et son art et ses paroles. Mais je trouve que chez lui, il y a cet immense à la fois engagement, mais nuances, cette grande vulnérabilité, cette grande force aussi qui habite à l'intérieur de lui. Et je trouve que cette chanson qui s'appelle Presque, qui est une histoire d'amour, qui raconte une forme de passion, elle parle aussi de presque, de tous ces interstices en fait qu'il y a dans la vie. Tu vois, toi tu évoquais ce moment où tu savais plus trop, tu te posais des questions, t'étais entre deux. Totalement. Et finalement, on en est là, nous les humains, des équilibristes de nos vies, à plus savoir si on est à notre place, à se poser la question, où est ma prochaine place, est-ce que je suis légitime, avec tous ces syndromes de l'imposteur aussi qui touchent en particulier les femmes. On sait qu'il y a plus de syndromes chez les femmes que chez les hommes, encore aujourd'hui. Et cette chanson du presque, alors l'album s'appelle I'm 50s, et donc comme je suis aussi au début de mes 50s, forcément ça me parle. Et puis je trouve que ça parle d'une manière, comme il sait si bien le faire, très poétique, de l'amour, de tous ces sentiments amoureux qui nous embarquent. Et quand je dis de l'amour, ça peut être de l'amour évidemment amoureux pour d'autres personnes, mais aussi de l'amour de la vie, de l'émerveillement, des enfants. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans cette musique, j'adore. Je l'écoute en boucle. Je comprends. Il faut bien dire. Moi-même. C'est parti, écoutons Presque d'Alain Souchon. À Lille, sur la Grand Place, par un jeu subtil de glace, j'avais son profil de face. Elle a glissé l'argent sous la tasse. C'est levé, je l'ai perdu. J'aurais dû. C'est presque toi, presque moi. Ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous. C'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi. On a
presque poussé la porte, presque passé sous le porche. Et puis dans la cour fleurie, le mot qu'elle a dit. Sur sa joue j'ai posé mon index, elle a glissé sa main sous ma veste. Un peu plus, c'est là, tous les deux, tous les deux. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. Je t'ai presque écrit ce matin, presque pris mon courage à deux mains, te dire qu'à Lille, sur la grande place, j'avais ton profil de face. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. Ah, ce presque d'Alain Souchon, mais quel bonheur. Merci vraiment Anne de ce choix. Alors nous en arrivons à la fin. Aussi, ce n'est pas une nouveauté, mais de temps en temps, j'aime bien poser cela dans l'émission Quelque chose de vous. J'aime bien laisser le mot de la fin à mon invité. Bien évidemment, je fais une petite conclusion, mais là, spontanément, sur cette heure que nous venons de passer ensemble et de façon aussi très dense d'explorer, et j'en ai le regret parce que je t'interviewerai pendant des heures, un petit bout de toi. Quels sont tes petits mots de la fin, Anne? Ou tes petites phrases? Tu as le droit. Ah, si tu me rebranches sur les mots, j'aime bien jouer à ce jeu, t'as remarqué. Mais vas-y, oui. Non, mais en tout cas, c'est vrai que dans cette idée de presque, en réécoutant cette chanson avec nos auditeurs, c'est vraiment cette idée, voilà, on est des funambules, en fait, de la vie, on est en équilibre entre nos ombres et nos lumières, nos joies et nos peines. Il n'y a pas d'injonction de travailler sur soi, sur ses croyances, sur ses blessures. C'est vrai que ça nous allège d'avoir conscience aussi de tout ça. On a un fardeau qui est peut-être un peu moins lourd parfois. Et en même temps, la vie est une danse. Profondément, je le crois, avec ce qui nous vient, ce qu'on projette nous et ce qu'on co-construit, mais en même temps, ce qui nous arrive de l'extérieur. Est-ce que c'est une projection de nous ou pas? Je sais pas. Je sais pas trop. Tout ça, c'est mélangé. Enfin, ce sont des mouvements. C'est pas que c'est mélangé dans ma tête, c'est que ce sont des mouvements, en fait, de vie. Donc j'ai envie de finir avec ce mot de presque. Voilà, c'est presque l'amour, c'est presque la grâce, c'est presque la lumière, c'est presque la conscience. En fait, on touche tout ça du doigt. On n'y est jamais complètement, hein, parce que notre incarnation d'humain fait que on n'est jamais à 300% dans un absolu. Mais par contre, tout est presque, et c'est ça qui est merveilleux, je trouve. Alors, de ma petite baguette de fée, si je te l'attendais, finalement, j'ai une dernière question. Mais je te tends ma baguette de fée et que pouvons-nous te souhaiter, Anne? Je crois que ce qu'on peut me souhaiter aujourd'hui, c'est de continuer comme chaque être humain, à trouver pleinement sa place d'incarnation en accueillant, voilà, toutes ses parts à l'intérieur de soi pour vraiment cheminer de plus en plus léger vers ma finitude, puisqu'on va tous finalement là, dans cette direction, avec les yeux grands ouverts sur le monde et cette curiosité qui m'habite profondément. Merci. Merci beaucoup, Virginie. Il est l'heure, cette fois-ci, de te dire au revoir, Anne. Quel joli moment passé avec toi.
Chers auditeurs, à vos yeux et lunettes, le livre incontournable Va à vie et deviens conscient de toi-même aux éditions Erol vous attend dans toutes les librairies, petites ou grandes, et même en ligne. Vos oreilles ne seront pas de reste, le podcast Métamorphose est sur toutes les plateformes, dont Apple Podcast, YouTube, Spotify. Savourez sans modération. Mais il est l'heure de l'envol, quelque chose de vous paré de ses ailes, prend le premier vent passant et se laisse la surprise de la prochaine destination. En attendant le plaisir de vous retrouver, prenez soin de vous et faites des crêpes. À bientôt. Quelque chose de vous. Podcast.